La nuit n'a pas besoin d'horloge pour être précise. Elle a un bruit. Un froissement sec, comme une pluie de papier. Des morceaux de journaux qui tourbillonnent dans l'air froid d'octobre, collent au pavé, se coincent dans les grilles du métro. Et derrière ce bruit, il y a une autre musique, plus inquiétante, presque animale. La rumeur. Devant la façade sévère de Wall Street, la foule n'a pas l'air d'une foule. Elle ressemble à une seule créature qui respire par vagues. On s'approche, on recule, on se hisse sur la pointe des pieds, on cherche un visage, une phrase, un signe. Les policiers tiennent la ligne, mais ils ne tiennent pas le sens. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Tout le monde croit le savoir. À l'intérieur, dans le vacarme des télétypes et des voix qui se cassent, les chiffres défilent comme s'ils avaient perdu toute politesse. Ils ne racontent plus une histoire de profit. Ils racontent une histoire de fuite. Et ce qui se joue là n'est pas seulement la chute d'un prix. C'est la chute d'une certitude. On a longtemps voulu résumer 1929 à une image. Des hommes en costume qui se jettent par les fenêtres. Une punition morale infligée à la cupidité. Une correction brutale d'un excès. Mais cette image, même quand elle est vraie, sert surtout à nous rassurer. Parce qu'elle transforme un mécanisme en spectacle et un système en anecdote. Elle nous permet de croire que tout cela n'était qu'un moment de folie, une journée noire, et que le monde a ensuite repris son souffle. Pourtant, ce soir-là, le plus dangereux n'est pas la panique. Le plus dangereux, c'est la logique. Une logique simple, froide, presque administrative, qui dit ceci. Si le prix tombe, on exige des garanties. Si les garanties manquent, on vend. Si l'on vend, le prix tombe encore. Et quand cette boucle s'enclenche, elle n'a plus besoin de méchants, ni de héros. Elle se nourrit d'elle-même. Dans les rues à quelques centaines de kilomètres de là, la vie n'a pas encore changé de visage. Les vitrines sont éclairées. Les serveurs essuient des verres. Les familles dînent. Mais déjà, quelque chose s'est déplacé dans l'air, comme une pression qui baisse avant l'orage. Car la bourse n'est pas un théâtre isolé. C'est un centre nerveux. Et quand le centre nerveux tremble, le corps entier finit par vaciller. Ce qu'ils n'ont pas vu, ce jour-là, ce n'est pas seulement une crise. C'est la fragilité d'un monde bâti sur la confiance. Une confiance qui circule comme de l'électricité. Invisible, indispensable et terriblement inflammable. Et la question n'est pas de savoir quand la chute a commencé. La question est plus inquiétante. Pourquoi, à partir d'un choc financier, tout un pays peut-il perdre le sol sous ses pieds? Et c'est là que notre dossier commence. Si vous êtes encore là, à cette heure-là, c'est que vous ne cherchez pas une anecdote. Vous cherchez un fil. Et ce soir, on ne va pas raconter ce qui s'est passé comme on récite une date. On va expliquer pourquoi un choc né dans un coin de Manhattan a pu se transformer en vertige collectif et pourquoi, pendant un instant, le capitalisme a semblé perdre sa gravité. Voici notre promesse. Au bout de cette nuit, vous ne verrez plus 1929 comme une journée noire, mais comme une mécanique. Une mécanique faite de crédit, de confiance, de règles invisibles, de décisions prises dans des bureaux calmes. Et de paniques qui naissent dans des rues ordinaires. Et surtout, vous comprendrez une chose inconfortable. La catastrophe n'a pas besoin d'un grand complot. Elle a besoin d'un système tendu et d'une petite étincelle au mauvais endroit. Alors on va avancer avec une carte, pas avec une légende. On commencera par replacer le décor, parce qu'un krach ne tombe pas du ciel. Il tombe sur un monde déjà en équilibre instable. Les années 1920, ce ne sont pas seulement des fêtes et des jazz clubs. Ce sont des usines qui tournent, des villes qui s'étendent, des familles qui découvrent la consommation à crédit. Et des journaux qui vendent une idée simple. Demain sera forcément plus riche qu'aujourd'hui. Et quand une société est persuadée que demain est garanti, elle devient dangereusement légère. Ensuite, on fera quelque chose que les récits rapides évitent. On va humaniser le système. Pas avec des héros, mais avec des rôles. Le petit investisseur qui veut rattraper une vie entière en quelques mois. Le courtier qui prête, parce que tout le monde le fait. Le banquier qui doit paraître solide, même quand il doute. Le politique qui redoute le chaos, mais craint aussi d'être accusé d'intervenir trop tôt. Et, au-dessus d'eux, une institution qui tient la clé la plus froide de toutes, le prix de l'argent. Puis viendra l'instant où la machine se met à glisser. Pas seulement une baisse. Un changement de rythme. Une suite de journées où l'on comprend, soudain, que la confiance peut s'évaporer plus vite qu'elle ne s'est construite. À partir de là, chaque geste rationnel, pris isolément, peut devenir un désastre collectif. Et c'est là que beaucoup se trompent, parce qu'ils confondent la peur avec la cause. La peur n'est que la voix du mécanisme quand il s'emballe. Après l'étincelle, nous descendrons dans les engrenages.
Premier engrenage, le crédit et l'effet de levier, cette promesse moderne d'acheter aujourd'hui avec l'argent de demain. On verra comment une simple exigence de garantie, une marge, une signature, peut forcer des ventes en chaîne. Deuxième engrenage, la propagation, quand ce qui semblait limité aux écrans de Wall Street commence à toucher la rue, les boutiques, les salaires. Et la dignité. Troisième engrenage, la réponse du pouvoir, parce qu'à un moment, l'État est obligé de parler, de décider, de rassurer ou de se tromper. Et parfois, une décision prise pour sauver la confiance finit par la fissurer. Au milieu de notre trajet, on fera une pause courte, presque sèche. Une remise à zéro. Parce que les histoires longues perdent les gens quand elles refusent de respirer. Et nous, on veut l'inverse. Qu'à chaque étape, vous sachiez exactement où vous êtes, et pourquoi c'est en train de devenir plus grave. Car ce qu'ils n'ont pas vu, en 1929, ce n'est pas seulement une chute. C'est la manière dont un système peut transformer des problèmes gérables en un point de non-retour. Et puis, on ira jusqu'au basculement. Le moment où la crise n'est plus un événement, mais un nouvel état du monde. Là où les conséquences se déploient sur 3 lignes à la fois. La vie des gens ordinaires, les institutions qui se durcissent ou se réinventent. Et l'ordre international qui commence déjà à changer de forme. Parce qu'un krach, au fond, n'est jamais seulement économique. Il réécrit des loyautés, des colères, des croyances. Il décide de qui sera sauvé et de qui paiera. La règle de la nuit, ici, est simple. On avance lentement, mais sans perdre l'attention. Tous les 90 secondes environ, on reposera une pierre froide, un « mais », un « pourtant », un « ce qu'ils n'ont pas compris ». Un « et c'est là que ». Pas pour faire du suspense artificiel. Pour vous rappeler que, derrière les dates, il y a une logique qui revient toujours. Si ce type de récit vous parle, abonnez-vous et dites-moi en commentaire la version de 1929 que vous avez toujours cru. La journée noire, La punition morale, le coup de folie, on la mettra face au mécanisme. Parce que ce soir, on n'ouvre pas un album. On ouvre un dossier. On remonte le fil. Pour comprendre 1929, il faut d'abord enlever une idée moderne de notre tête. L'idée que l'information circule, partout, tout le temps, et que les marchés savent immédiatement ce qu'ils font. En 1929, l'Amérique est déjà une machine puissante, mais c'est une machine avec des délais. Des délais dans les nouvelles. Des délais dans l'argent. Des délais dans la peur. Et ces délais créent une illusion dangereuse. La sensation que le progrès a gagné, parce que tout s'accélère, alors qu'en réalité, tout peut encore se gripper d'un seul coup. New York n'est pas seulement une ville. C'est un nœud. Un nœud de banques, de courtiers, de journaux, de télétypes, de câbles, de promesses signées à la hâte. Quand on dit Wall Street, on imagine un lieu. Mais ce lieu n'est qu'une bouche. Ce qu'il avale, c'est la confiance d'un pays. Et ce qu'il recrache, ce sont des prix, des rumeurs, des ordres d'achat, des ordres de vente. Des fortunes qui naissent et des fortunes qui s'éteignent. L'Amérique des années 1920 est un continent qui se modernise vite. Les routes se densifient. Les voitures deviennent un symbole de liberté. Les usines apprennent la cadence. Les villes se verticalisent. La radio entre dans les foyers comme une voix nouvelle, intime, presque hypnotique. Et surtout, quelque chose change dans la psychologie collective. On commence à croire que la croissance est une propriété naturelle du monde. Comme la gravité. Comme le soleil qui se lève. Ce n'est pas seulement une époque d'innovation. C'est une époque de promesses. On promet à la classe moyenne qu'elle peut vivre maintenant ce qu'elle ne pouvait vivre plus tard. On promet qu'avec une signature, une mensualité, un crédit, tout devient accessible. La machine à laver, le réfrigérateur, la voiture. Et bientôt, l'action. Le point crucial, ici, c'est que l'économie devient un récit. Et ce récit est répété chaque jour dans les journaux, sur les ondes, dans les conversations. Les entreprises sont modernes. L'avenir est inévitable. Les États-Unis sont à l'avant. Cette langue-là est douce. Elle anesthésie le doute. Et quand le doute recule, la prudence recule avec lui. Mais l'Amérique n'est pas un bloc homogène. Il y a New York et il y a le reste. Il y a les grandes banques et il y a les petites banques locales. Il y a l'industrie urbaine et il y a les campagnes. Et dans ce monde, la finance a une faiblesse structurelle que beaucoup ignorent. Le système bancaire est fragmenté et donc vulnérable. Beaucoup d'établissements sont petits, isolés, dépendants d'une confiance locale. Et une confiance locale, c'est comme une digue de terre. Elle tient très bien tant qu'on ne la frappe pas au même endroit, plusieurs jours de suite.
Il faut aussi se souvenir d'un détail qui change tout. À cette époque, l'idée même d'un filet de sécurité bancaire, tel qu'on l'imagine aujourd'hui, n'existe pas vraiment. Si une banque tombe, ce n'est pas seulement une institution qui tombe. C'est l'épargne d'un quartier. C'est la paix d'un atelier. C'est la possibilité de payer le charbon, le loyer, la nourriture. L'argent, dans un pays moderne, n'est pas seulement une monnaie. C'est une infrastructure. Et puis, il y a la bourse. La bourse, ce n'est pas une abstraction pour une petite élite. Elle devient, dans les années 1920, un phénomène social. On en parle comme on parle d'un sport. On compare des coûts. On échange des noms d'entreprises comme on échange des pronostics. Et cette banalisation est un signe. Quand une société banalise un outil risqué, c'est qu'elle a cessé de le ressentir comme risqué. C'est ici qu'on doit poser la première pierre froide du dossier. Avant même que les chiffres ne s'effondrent, quelque chose était déjà tendu. Pas forcément cassé. Tendu. Un monde où l'avenir est déjà dépensé, où la confiance devient un carburant et où une partie de la prospérité repose sur une idée fragile. Que la hausse est normale. Que la baisse est une anomalie. Que l'histoire a changé de direction. Et quand une époque croit que l'histoire ne peut plus revenir en arrière, c'est souvent là qu'elle commence à basculer. Les images des années 1920 sont trompeuses. Elles montrent des robes à franges, des clubs de jazz, des fêtes qui semblent infinies. Mais une époque n'est jamais seulement ce qu'elle affiche. Elle est ce qu'elle cache pour continuer à sourire. Derrière la vitrine, il y a d'abord une réalité simple. Tout le monde ne profite pas de la prospérité au même rythme. Les grandes villes montent. Certaines industries explosent. Mais une partie du pays, surtout rurale, vit déjà avec une fatigue sourde. L'agriculture, par exemple, n'est pas dans la même fête. Elle sort d'années difficiles. Elle s'endette. Elle espère que les prix remonteront. Et quand les prix ne remontent pas, l'endettement devient une habitude, puis une dépendance. Ensuite, il y a l'entreprise moderne, celle qui fascine. Elle produit plus. Elle produit plus vite. Elle standardise. Elle rationalise. Et elle apprend une chose qui va devenir une obsession. Le marché ne veut pas seulement des profits. Il veut des profits qui grandissent. Sans interruption. Comme si la croissance était une obligation morale. Ce détail change la température d'un système. Quand une économie doit croître pour rester saine, elle devient plus nerveuse. Parce que chaque ralentissement n'est plus un ralentissement. Il devient un soupçon. Et dès qu'il y a soupçon, il y a précaution. Et dès qu'il y a précaution, il y a contraction. Si elle achète parce qu'elle n'a pas le choix pour suivre le présent, alors le futur devient une dette. Et une dette, ce n'est pas seulement un chiffre. C'est une fragilité invisible. Car le crédit ne supporte pas les ruptures. Le crédit est un pacte avec demain. Et si demain se fige, le pacte casse. Et puis, il y a la bourse, devenue la scène principale. Dans le discours public, la bourse reflète la vraie économie. On la regarde comme un baromètre. Mais ce baromètre a un défaut. Il mesure aussi l'humeur. Et l'humeur peut être dopée par une idée qui paraît technique, mais qui est en réalité psychologique. L'effet de levier. Acheter avec de l'argent emprunté, ce n'est pas nouveau. Ce qui devient nouveau, c'est la normalisation du geste. Comme si l'emprunt n'était plus un risque, mais un simple accélérateur. Or, un accélérateur ne se voit que quand on freine. Tant que tout monte, l'accélérateur est un miracle. Quand tout baisse, il devient une catastrophe mécanique. Il faut aussi parler du rôle des intermédiaires. Les courtiers prêtent. Les banques prêtent. Les trusts, les sociétés d'investissement, multiplient les montages. On invente des façons d'acheter la hausse. On invente des façons de partager la hausse. Et tout cela s'appuie sur une matière première qui n'a pas d'odeur, pas de poids, pas de couleur. La confiance. Mais la confiance, dans les années 1920, est entretenue par un récit très particulier. Le récit de la nouvelle ère. Une ère où la technologie rendrait les crises impossibles. Où la science de l'organisation aurait dompté le chaos. Où l'Amérique aurait enfin trouvé la formule de la prospérité permanente. C'est une idée extrêmement séduisante. Parce qu'elle transforme une question économique en certitude quasi religieuse. Et quand une société croit à une certitude, elle supporte moins bien la contradiction. Elle devient plus fragile face au réel. Le réel, lui, est moins élégant. Il y a des profits qui ralentissent dans certains secteurs. Il y a des déséquilibres de revenus. Il y a une production qui dépasse parfois la capacité d'achat. Il y a des dettes qui gonflent en silence. Il y a des banques petites, locales,
dont la solidité dépend d'un murmure dans une rue. Ce n'est pas encore l'effondrement. C'est le terrain. Un terrain sec. Et sur un terrain sec, une étincelle ne doit pas être grande pour faire courir le feu. Alors oui, quand le krach arrive, il ressemble à une surprise. Mais il est aussi la rencontre entre deux choses. Une époque qui se croit invincible. Et une structure qui, déjà, tremble un peu. Et c'est là que notre histoire devient plus précise. Parce que maintenant, on va entrer dans la semaine où l'invincibilité se fissure. Pas par une seule chute. Par un basculement de logique. Avant que les chiffres ne deviennent une panique, il y a toujours une scène plus silencieuse. Une scène où une société se raconte à elle-même qui commande, qui mérite, qui peut tomber, et qui doit être sauvée. En 1929, l'Amérique n'est pas seulement un pays riche. C'est un pays convaincu d'avoir trouvé sa légitimité dans la réussite. Et quand la légitimité repose sur la réussite, la peur la plus profonde n'est pas la pauvreté. C'est l'idée d'un retour en arrière. Qui a le droit de donner le ton à cette époque? Les grands financiers, parce qu'ils tiennent les flux. Les industriels, parce qu'ils tiennent les emplois. Les politiques, parce qu'ils tiennent la loi. Et au-dessus, ou plutôt à côté, une autorité plus étrange, plus technique, mais plus puissante qu'on ne le croit. Le prix de l'argent. La banque centrale, les taux, le crédit. Tout cela ne fait pas rêver les foules. Mais tout cela décide du rythme du rêve. Dans les années 1920, le pouvoir officiel parle avec un vocabulaire de stabilité. On protège l'ordre. On protège la propriété. On protège l'idée qu'une société qui travaille et investit sera récompensée. Et cette promesse-là est un pacte. Car si l'ordre garantit la récompense, alors contester l'ordre devient presque une faute morale. C'est ainsi que la prospérité peut se transformer en doctrine. Mais toute doctrine a son ombre. Ceux qu'on admire, on les soupçonne aussi. Les banques impressionnent, mais elles inquiètent. Les insiders fascinent, mais ils irritent. On murmure sur les manipulations, sur les coups tordus, sur les fortunes qui semblent trop rapides pour être propres. Et pourtant, au même moment, les mêmes gens qui critiquent le système veulent en goûter les fruits. C'est le paradoxe central d'un marché devenu populaire. On le déteste quand il humilie. On l'adore quand il promet. La croyance centrale, celle qui colle comme une affiche sur un mur de briques, c'est la croyance en la modernité salvatrice. La technique rendrait l'économie plus rationnelle. L'organisation rendrait les crises plus rares. La taille des entreprises, la vitesse des communications, la puissance industrielle, tout cela donnerait au pays une immunité. Une nouvelle ère. C'est une foi laïque. Pas une prière. Une certitude. Et une certitude est dangereuse parce qu'elle ne prépare pas aux accidents. Dans cette foi, il y a un corollaire. Si l'Amérique est la modernité, alors ceux qui doutent deviennent des archaïques, des pessimistes, des empêcheurs de prospérer. On les écoute moins. On les marginalise. Et quand on marginalise les avertissements, la société devient plus fragile, tout en se croyant plus forte. La peur collective, elle, ne ressemble pas encore à une panique financière. Elle est plus sourde, plus politique. La peur du désordre. La peur des grèves. La peur de la radicalisation. On sort d'une décennie où l'Amérique a déjà regardé l'agitation sociale avec une inquiétude presque viscérale. La prospérité des années 1920 a servi, en partie, à calmer cette peur. Comme une couverture chaude posée sur un sol qui reste froid. Mais si la couverture glisse, le froid revient d'un coup. Et c'est là que la confiance devient une infrastructure invisible. On ne la voit pas tant qu'elle tient. Mais elle supporte tout. Les salaires, les prêts, les investissements, les promesses. Et si elle se fissure, ce n'est pas seulement la finance qui tremble. C'est la manière dont les gens se regardent entre eux. Les voisins, les commerçants, les patrons, les employés. Chacun commence à se demander si l'autre va tenir sa parole. Imaginez maintenant une scène. Un soir d'automne. Une place devant une banque locale, pas une cathédrale de marbre, juste un bâtiment sobre, un drapeau, une porte vitrée. Deux hommes parlent bas près du perron. Une femme s'arrête, écoute un mot, puis repart un peu plus vite. Un gamin court avec un journal roulé sous le bras. Un voisin dit qu'il a entendu que, là-bas, à New York, ça ne va pas. Un autre répond que, New York, c'est loin. Mais il le dit avec une voix qui cherche à se convaincre. Dans une société tendue, la rumeur n'a pas besoin d'être précise. Elle a seulement besoin d'être plausible. Et le plus terrible, c'est que les institutions comprennent ce danger, mais ne savent pas comment parler sans l'aggraver. Si elles rassurent trop, on les accuse de mentir. Si elles avouent trop, on déclenche la panique.
Le pouvoir se retrouve alors dans un couloir étroit. Il doit maintenir la confiance, sans pouvoir prouver qu'il la mérite. Et cette fragilité-là, en 1929, existe déjà avant le choc. On comprend alors pourquoi l'idée d'un « jour » est si séduisante. Parce qu'elle simplifie. Parce qu'elle met toute la peur dans une date. Mais la vérité inconfortable, c'est que la société avait déjà mis le feu dans ses propres murs, sans s'en rendre compte. Avec la foi dans la hausse éternelle. Avec l'admiration mêlée de rancœur pour ceux qui gagnent trop. Avec la peur de l'agitation qui rend toute crise politiquement explosive. Et avec cette dépendance à une confiance dont personne ne sait vraiment comment elle se fabrique. Le système, avant même de tomber, était déjà tendu. Et ça, ils ne l'ont pas vu. Pour que la catastrophe devienne possible, il ne faut pas une armée de criminels. Il faut une alliance temporaire de comportements rationnels. Des gens qui font ce qui leur paraît normal. Ce qui leur paraît prudent. Ce qui leur paraît nécessaire. Et c'est précisément cela qui rend 1929 si dérangeant. Parce que chacun, à sa place, a de bonnes raisons. Et pourtant, ensemble, ces bonnes raisons fabriquent une machine à perdre. Premier rôle, le petit investisseur, l'homme ou la femme ordinaire qui entre en bourse comme on entre dans une promesse. Il veut rattraper le temps. Il veut transformer une décennie de travail en une accélération. Son moteur, c'est l'espoir. Son contrainte, c'est le manque de capital. Son angle mort, c'est le risque de l'argent emprunté. Il ne se voit pas comme un joueur. Il se voit comme un citoyen qui participe à l'avenir. Deuxième rôle, le courtier, l'intermédiaire nerveux, celui qui prête, conseille, exécute et surtout qui maintient le flux. Il veut des commissions. Il veut garder ses clients. Il veut être dans le mouvement, pas à côté. Sa contrainte, c'est la concurrence. S'il refuse, un autre acceptera. Son angle mort, c'est la contagion. Il voit les risques client par client, mais il ne voit pas la boucle collective. Et quand la boucle commence, il n'a plus le temps de réfléchir. Il a le temps d'appeler. Troisième rôle, la banque locale, celle des villes moyennes, des communautés, des petites entreprises. Elle veut rester digne, solide, respectable. Elle veut que les déposants aient confiance. Sa contrainte, c'est sa taille et son isolement. Elle n'a pas de murs épais. Elle n'a pas de parachute. Son angle mort, c'est la vitesse de la panique. Elle sait gérer des mauvaises saisons. Elle ne sait pas gérer une rumeur qui court plus vite que la réalité. Quatrième rôle, la grande banque, l'institution de prestige, celle qui ressemble à une cathédrale de marbre. Sa contrainte, c'est le regard public. Elle doit paraître forte pour être forte. Son angle mort, c'est l'effet miroir. Les entreprises profitent de la confiance, donc elles s'alignent sur l'attente de croissance. Et l'autorité, face à cette dynamique, hésite à casser la fête, parce qu'une fête cassée trop tôt ressemble à une faute. C'est une chaîne de rationalité. Et tant que la hausse continue, cette chaîne ressemble à un système. Mais le jour où la hausse hésite, cette chaîne devient une trappe. Parce que les mêmes gestes raisonnables se retournent. Le courtier appelle pour exiger des garanties. Le petit investisseur vend pour éviter la ruine. La vente fait baisser le prix. La baisse déclenche d'autres appels. Et soudain, ce n'est plus la peur qui commande. C'est le règlement. Voici la vérité la plus froide de cette histoire. Un système peut s'effondrer sans que personne ne veuille l'effondrement. Il suffit que chacun, pour se sauver, accélère un peu la chute de l'autre. Et quand cette logique s'enclenche, il n'y a plus de coupable unique. Il y a un mécanisme. À présent, on a notre théâtre. On a les rôles. Il nous manque l'instant où la pièce change de genre. L'instant où la comédie de la hausse devient un drame de la contrainte. Et cet instant, on va le suivre pas à pas. Il y a toujours un moment, dans les grandes crises, où l'on peut dire « ce n'est plus une correction, c'est un basculement ». À l'automne 1929, le marché n'est pas encore un champ de ruines. Il est un organisme nerveux. Il tremble. Il hésite. Et cette hésitation, dans un système dopé à l'effet de levier, n'est pas un détail. C'est un signal d'alarme. Les premiers signes ne ressemblent pas à une explosion. Ils ressemblent à un bruit de freinage. Une séance où la hausse n'a plus la même vigueur. Une autre où l'on vend un peu plus tôt que d'habitude. Puis une rumeur, pas encore une panique, une rumeur. Certains, gros, réduiraient leur exposition. Certains comptes seraient fragiles. Certains courtiers auraient déjà commencé à réclamer des garanties supplémentaires. Le public, lui, ne perçoit pas encore la structure. Il ne voit que la surface. Et la surface, à ce stade, ressemble encore à un jeu. On perd un peu. On regain. On se rassure.
On se répète la phrase magique des périodes de bulle. Ça va remonter. Mais dans les bureaux, chez les courtiers, chez les banquiers, l'air change. Parce que les marchés ne tombent pas seulement quand les gens ont peur. Ils tombent quand les gens doivent vendre. Et le « doivent » peut être contractuel, mécanique, impersonnel. Un matin, les ordres arrivent plus nombreux. Les ventes ne trouvent pas immédiatement d'acheteurs au même prix. Les cours reculent. Ce recul déclenche une première série d'appels de marge. Des appels secs, presque administratifs. Votre position a perdu de la valeur. Apportez des garanties. Ou vendez. Ce moment-là est décisif. Parce qu'il transforme une opinion en obligation. On peut croire à la hausse. Mais on ne peut pas croire contre un appel de marge. Alors les ventes s'accélèrent. Non pas parce que tout le monde pense que c'est fini, mais parce qu'un nombre croissant de gens n'a plus le choix. Et plus ils vendent, plus le prix tombe. Et plus le prix tombe, plus les appels se multiplient. La boucle se referme comme une porte de métal. À l'extérieur, la foule grossit. On se presse devant les bâtiments, on cherche des nouvelles. Des journalistes courent. Des employés sortent des piles de papier. La rue devient un amplificateur. La peur circule plus vite que les faits. Et les faits, deviennent difficiles à mesurer parce que la vitesse de la chute dépasse la capacité du système à raconter ce qu'il se passe. Il y a quelque chose de cruel dans cette scène. C'est qu'elle ressemble à une folie collective, alors qu'elle est d'abord une collision entre des règles et un choc. Chacun se croit lucide. Chacun se croit prudent. Chacun se dit qu'il se retire, juste le temps que ça se calme. Mais le calme ne revient pas, parce que le retrait de chacun est précisément ce qui retire le sol à tous les autres. Les autorités, elles, se retrouvent face à un dilemme qui n'a pas de solution élégante. Si l'on parle trop, on risque de confirmer la peur. Si l'on se tait, on laisse le bruit envahir le vide. Si l'on intervient, on sera accusé de manipuler. Si l'on n'intervient pas, on sera accusé de laisser mourir. Et pendant que les mots hésitent, la mécanique continue. Mais voilà la nuance essentielle, celle que le récit populaire efface souvent. Même si l'on fixe une « journée noire » dans la mémoire, le krach n'est pas l'événement complet. C'est la porte. La catastrophe, elle, est ce qui passe par la porte après qu'elle a été ouverte. Car une chute de prix, en elle-même, peut être absorbée. Elle peut faire mal. Elle peut humilier. Elle peut ruiner des fortunes. Mais pour devenir une dépression, il faut autre chose. Il faut que le choc traverse la finance et atteigne la monnaie réelle de la société. Le crédit, les banques, les salaires, l'emploi, la consommation, la confiance quotidienne. Et c'est exactement là que nous allons maintenant. Parce que l'histoire de 1929 n'est pas seulement l'histoire d'un marché qui tombe. C'est l'histoire d'un système qui, en tombant, entraîne son propre support. Comme si l'échafaudage s'effondrait en même temps que le bâtiment. La semaine où la logique bascule n'est donc pas la fin. C'est le début du vrai vertige. Pour comprendre pourquoi 1929 devient si violent, il faut accepter une idée qui n'a rien de spectaculaire. Le drame n'est pas seulement dans la peur. Le drame est dans la structure de la dette. Quand vous achetez une action avec votre propre argent, vous pouvez encaisser une baisse. Vous perdez sur le papier. Vous souffrez. Mais vous pouvez attendre. Vous pouvez espérer. Vous pouvez vous mentir, aussi. Et ce mensonge peut durer. Mais quand vous achetez avec de l'argent emprunté, vous ne possédez plus seulement une action. Vous possédez une promesse. Une promesse faite à quelqu'un d'autre. Et cette promesse vient avec une clause invisible. Si le prix baisse trop, vous n'avez plus le droit d'attendre. C'est ça, le cœur mécanique du levier. Il amplifie la hausse, parce qu'il vous permet d'acheter plus que ce que vous pouvez vraiment payer. Et il amplifie la baisse, parce qu'il vous force à vendre précisément au moment où vendre est le pire. On appelle cela, dans sa version la plus nue, l'appel de marge. Ce n'est pas une décision morale. Ce n'est pas une punition. C'est une procédure. Un calcul. Un seuil. Vous êtes au-dessus, tout va bien. Vous passez en dessous, le système vous attrape par le col. Imaginez la scène sans glamour, car c'est ainsi qu'elle se produit. Un homme a acheté des actions avec une partie de son argent et une grande partie d'argent prêtée par son courtier. Tant que les prix montent, il est un génie. Il se voit comme un homme moderne. Et même son entourage commence à le regarder autrement. Le succès, dans les années 1920, est contagieux. Il donne une aura. Puis les prix baissent. Au début, pas de beaucoup. Juste assez pour réduire la valeur de la garantie. Et là, le courtier appelle. Pas pour discuter. Pour exiger. Apporter du cash. Ou vendez une partie.
ou nous vendrons pour vous. À ce moment-là, la liberté disparaît. L'investisseur n'a pas le temps de croire à la reprise. Il a le temps de trouver de l'argent. Or, où trouve-t-on de l'argent quand tout le monde en cherche en même temps? On vend autre chose. On emprunte ailleurs. On demande à la famille. On vit d'une épargne. Et si l'on ne peut pas, on vend ce qu'on a acheté. Et voici comment une baisse devient une chute. Parce que la vente n'est plus un choix individuel. Elle devient une réaction en chaîne. Chaque vente fait baisser le prix. Chaque baisse déclenche de nouveaux appels de marge. Chaque appel de marge déclenche de nouvelles ventes. La machine produit ce qu'elle redoute. Elle accélère la réalité qu'elle essaie de contenir. C'est pour cela que tant de récits sont trompeurs quand ils parlent de panique. La panique existe, bien sûr. Mais ce n'est pas elle qui suffit. Ce qui compte, c'est la proportion de positions fragiles. Le nombre de gens qui, au moindre choc, sont obligés de vendre. Plus cette proportion est grande, plus le système est instable. Et plus le système est instable, plus le moindre choc devient une menace systémique. Il y a aussi un autre détail, encore plus cruel. Le levier ne se contente pas de forcer des ventes. Il détruit la confiance en la valeur du prix lui-même. Car dans un marché normal, le prix est censé être une information, une synthèse, une estimation collective. Mais dans un marché en spirale de marge, le prix devient un symptôme. Il ne dit plus ce que vaut l'entreprise. Il dit qui est forcé de vendre aujourd'hui. À ce stade, le marché cesse d'être un thermomètre. Il devient une centrifugeuse. Il extrait les faibles. Il secoue les moyens. Il épargne parfois les plus grands, parce qu'ils ont plus de réserves. Et cette injustice apparente nourrit une colère sociale, qui va compter plus tard, quand il faudra décider qui protéger. Mais même cette spirale, aussi brutale soit-elle, pourrait rester un drame financier. Un drame de portefeuilles. Un drame de fortunes. Elle pourrait se refermer sur Wall Street comme une mauvaise nuit, à condition que le reste du corps soit intact. Or le reste du corps ne l'est pas. Parce que la finance, à ce moment-là, est connectée à quelque chose de beaucoup plus sensible. Les banques. Le crédit quotidien. L'argent des dépôts. Le paiement des salaires. La survie des commerces. Et c'est là que le krach cesse d'être une histoire de bourse, pour devenir une histoire de société. Il y a une différence immense entre perdre de l'argent en bourse et perdre la confiance dans sa banque. La bourse, on peut encore la détester de loin. La banque, on la touche chaque semaine. On y dépose ses économies. On y encaisse son salaire. On y met la preuve matérielle qu'on a travaillé, qu'on a tenu, qu'on a fait les choses comme il faut. Et c'est là que 1929 devient une crise totale. Parce que le choc financier ne reste pas dans les colonnes d'un journal. Il s'infiltre dans l'endroit le plus intime de l'économie. La circulation de l'argent ordinaire. Une banque, en apparence, est simple. Vous déposez. Elle garde. Vous retirez. Elle rend. Mais en réalité, une banque est une promesse collective. Elle ne garde pas l'argent de tout le monde dans un coffre, à attendre patiemment. Elle prête. Elle investit. Elle transforme du court terme en long terme. Et cela marche tant qu'une condition reste vraie. Tout le monde ne demande pas son argent en même temps. C'est là que la confiance devient une matière explosive. Parce que dès que quelques personnes doutent, leur geste devient rationnel. Elles ne retirent pas parce qu'elles veulent faire du mal. Elles retirent parce qu'elles veulent se protéger. Et le problème, c'est que la protection individuelle, ici, détruit la sécurité collective. La rumeur est toujours le premier acteur. Elle n'arrive pas avec des preuves. Elle arrive avec une phrase. On dit que cette banque est fragile. On dit qu'un voisin a retiré. On dit que là-bas, dans une ville proche, une banque a fermé ses portes. Et soudain, le doute se met à circuler plus vite que les bilans. Puis vient la scène que les films adorent, mais que l'histoire réelle rend plus froide. Une file devant un guichet. Des visages fermés. Des gens qui ne se regardent pas trop. Chacun veut être discret, parce qu'il a honte d'avoir peur. Mais cette discrétion même est un aveu. Et quand la file grandit, la file devient une preuve. À cet instant, l'événement économique devient une scène sociale. La banque n'est plus une institution. C'est un test. Un test de confiance publique. Et ce test est cruel, parce qu'il est autoréalisateur. Si les gens pensent que la banque va tomber, ils retirent. Et parce qu'ils retirent, la banque tombe. Certaines banques essaient de tenir. Elles vendent des actifs à la hâte. Elles demandent de l'aide. Elles ferment temporairement. Mais chaque fermeture est un message. Chaque porte close est une sirène. Et à partir d'un certain point, la panique n'est plus irrationnelle.
Elle devient une stratégie de survie. Car le déposant n'a pas accès à la vérité. Il ne peut pas lire un bilan. Il ne peut pas vérifier la solidité réelle d'une institution. Il ne peut pas distinguer une banque saine d'une banque fragile au moment où la peur circule. Alors il fait ce que font les humains quand l'information manque. Il imite. Il suit le mouvement. Il se dit que si les autres retirent, il doit retirer aussi. Et ce geste, qui ressemble à une faiblesse, est en réalité un calcul. Mieux vaut avoir tort avec la foule que raison seule quand la porte se ferme. C'est ici que la crise change de nature. Parce qu'une crise bancaire n'est pas une crise de richesse. C'est une crise de liquidité. Et la liquidité, c'est la capacité de transformer une promesse en cash immédiatement. Sans elle, même des entreprises solides peuvent mourir. Parce qu'elles ne peuvent plus payer les salaires. Parce qu'elles ne peuvent plus acheter des stocks. Parce qu'elles ne peuvent plus respirer entre 2 mois. Alors la contagion bancaire frappe l'économie réelle comme une main qui serre la gorge. Les banques prêtent moins. Les crédits se raréfient. Les entreprises réduisent la production. Elles licencient. Les revenus baissent. La consommation recule. Et quand la consommation recule, les entreprises vendent moins. Et quand elles vendent moins, elles licencient encore. La spirale descende. Remarquez la violence de cette logique. Elle peut ruiner quelqu'un qui n'a jamais touché une action. Quelqu'un qui n'a jamais mis un pied à Wall Street. Un commerçant. Un ouvrier. Un agriculteur. Une famille. Parce que le système de crédit est le système sanguin de l'économie. Et quand le sang ne circule plus, même un corps sain s'effondre. Et voilà pourquoi parler de 1929 comme d'un « jour » est insuffisant. Le krach est l'étincelle. La crise bancaire est l'incendie dans les murs. C'est elle qui transforme une chute spectaculaire en une souffrance longue. C'est elle qui change un drame financier en tragédie nationale. À ce stade, une question devient inévitable. Si la banque et le crédit sont le cœur du problème, alors que font ceux qui tiennent les leviers? Ceux qui peuvent injecter de la confiance ou la retirer. Ceux qui peuvent parler, agir ou hésiter. Et c'est là que le troisième engrenage entre en scène. La réponse du pouvoir. Quand une crise financière devient une crise bancaire, le pouvoir n'a plus le luxe d'être spectateur. Il peut détester la bourse. Il peut mépriser les spéculateurs. Il peut penser que le marché doit apprendre une leçon. Mais dès que la monnaie du quotidien est menacée, ce n'est plus une leçon. C'est un risque de rupture sociale. Le problème, c'est que la réponse du pouvoir est toujours prise dans un couloir trop étroit. Agir trop tôt, et l'on accuse l'État de sauver les riches. Agir trop tard, et l'on accuse l'État d'avoir laissé mourir les pauvres. Agir fort, et l'on déclenche la panique en avouant la gravité. Agir faiblement, et l'on déclenche la panique en montrant l'impuissance. Dans ce couloir, la première bataille n'est pas technique. Elle est psychologique. Il faut produire une chose que personne ne peut toucher. La crédibilité. Et la crédibilité, dans une crise, ne se fabrique pas avec des discours. Elle se fabrique avec des actes visibles, simples et cohérents. Or, en 1929, l'autorité fait face à une difficulté structurelle. Les outils existent, mais les doctrines sont hésitantes. La pensée économique dominante n'a pas encore intégré, avec clarté, l'idée que la spirale peut s'auto-entretenir. On voit la crise comme une correction. On espère que le temps fera le travail. On craint que l'intervention ne devienne un aveu d'échec. Et cette peur de l'aveu peut coûter très cher. Car il y a une asymétrie cruelle dans les crises. La confiance se détruit vite. Elle se reconstruit lentement. Et si l'État attend que la panique soit totale pour agir, il doit ensuite agir 2 fois plus fort pour obtenir la moitié du résultat. Le pouvoir, à ce moment-là, se divise en réflexes. Le premier réflexe, c'est la morale. Il faut punir l'excès. Il faut rétablir la discipline. Il faut laisser le marché nettoyer. Ce réflexe rassure l'opinion parce qu'il donne une explication simple. Mais il est dangereux parce qu'il traite un incendie comme une faute. Le second réflexe, c'est la prudence institutionnelle. Ne pas créer de précédent. Ne pas encourager le risque en promettant un sauvetage. Ne pas donner l'impression que l'État garantit tout. Ce réflexe est rationnel dans un monde stable. Dans une crise, il peut devenir une rigidité mortelle. Le troisième réflexe, c'est l'obsession de la stabilité monétaire. Préserver la valeur de la monnaie. Preserver la discipline. Préserver les règles. Parce que si la monnaie vacille, tout vacille. Et c'est vrai. Mais il y a un paradoxe. On peut préserver la valeur de la monnaie sur le papier et détruire la monnaie comme outil social. Si le crédit se fige et si l'économie réelle s'étouffe.
Le résultat, c'est une réponse qui, au début, ressemble souvent à une série de gestes trop petits, trop dispersés, trop prudents pour casser la spirale. Et pendant que le pouvoir hésite, le mécanisme fait son travail. Les banques resserrent. Les entreprises réduisent. Les ménages retiennent. La demande s'effondre. Et chaque chute de la demande devient une preuve supplémentaire que l'avenir est dangereux. La crise, alors, change encore de visage. Ce n'est plus seulement une crise de la finance. C'est une crise du temps. Tout le monde se met à penser en semaines, pas en années. On reporte des achats. On reporte des investissements. On reporte des embauches. Et dans une économie moderne, reporter, c'est déjà cassé. Le pouvoir tente de parler. Mais parler dans une crise, c'est marcher sur du verre. Dire « tout va bien » sonne comme un mensonge. Dire « nous sommes inquiets » sonne comme une alarme. Et le silence, lui, devient un vide dans lequel la rumeur s'installe comme chez elle. C'est à ce moment-là que le débat se durcit. Qui faut-il sauver? Qu'est-ce qu'il faut sauver? Des banques, des déposants, des entreprises, des emplois. Et derrière ces questions techniques, il y a une question politique explosive. À qui appartient la légitimité quand le système échoue? Parce que la crise n'attaque pas seulement l'économie. Elle attaque le récit national. Si l'Amérique s'est racontée comme la terre de la réussite, alors l'échec massif devient une humiliation collective. Et l'humiliation collective cherche toujours un responsable. Le banquier, le spéculateur, l'étranger, le voisin, l'État, la ville, la campagne. La haine devient un substitut à l'explication. Mais nous devons rester froids. Parce que l'histoire de 1929, ici, n'est pas un procès. C'est une mécanique. Et cette mécanique nous mène vers un point précis. Le moment où l'on comprend que la crise ne se termine pas quand le marché se calme. Elle se termine quand la confiance revient dans la vie quotidienne. Et la vie quotidienne, à partir de là, va changer de texture. On va passer du spectaculaire au long. Du bruit des télétypes au silence des usines. Du choc boursier à la lente installation d'une époque où le futur se ferme. C'est ici que nous devons respirer. Parce que nous venons de traverser 3 engrenages. Le levier. La contagión bancaire. Le couloir étroit du pouvoir. Et si l'on continue sans pause, on perd la compréhension du basculement. Alors on va faire ce que font les enquêteurs quand la nuit devient trop dense. On Esserit. On range les pièces. On répète ce que l'on sait. Et on se prépare à regarder les conséquences en face. On s'arrête 1 minute. Pas pour ralentir. Pour voir clair. Parce que si vous ne retenez qu'une seule image de 1929, vous retomberez dans la légende. La foule. Le vacarme. La journée noire. Et vous manquerez l'essentiel. Ce qui s'est passé n'est pas un orage. C'est une chaîne. Alors voici la remise à zéro, en 3 blocs. Premier bloc, le krach. Le krach, c'est un choc de prix. C'est la valeur des actions qui chute. C'est spectaculaire, c'est violent, c'est humiliant. Mais en soi, un choc de prix peut rester un drame de marché. Un drame de fortunes. Un drame de portefeuilles. Il fait mal, mais il peut être contenu. Deuxième bloc, le levier. Le levier, c'est la dette dans les rouages. C'est ce qui transforme une baisse normale en vente obligatoire. Parce qu'une partie des acteurs n'a pas la possibilité d'attendre. Ils sont forcés. Et dès qu'ils sont forcés, le marché cesse d'être une opinion collective. Il devient une procédure collective. La chute s'accélère, même si certains croient encore à la hausse. Parce qu'on ne croit pas contre une contrainte. Troisième bloc, les banques et le crédit. C'est là que le choc quitte la bourse et entre dans la vie. Quand la confiance se fissure dans les banques, l'argent du quotidien devient incertain. On Retire. Les banques se protègent. Elles prêtent moins. Les entreprises s'étouffent. Elles licencient. Les revenus baissent. La demande recule. Et cette baisse de la demande revient frapper les entreprises. Une spirale. Non pas psychologique seulement. Structural. Voilà ce que nous savons maintenant. Le krach est l'étincelle. Le levier est l'accélérateur. La crise bancaire est l'incendie. Et l'hésitation du pouvoir, parfois, est l'air qui entretient le feu. Mais la vérité la plus inconfortable n'est même pas là. La vérité la plus inconfortable, c'est que chaque acteur, pris isolément, peut agir raisonnablement. Le déposant qui retire veut protéger sa famille. Le banquier qui resserre veut protéger son établissement. L'entreprise qui licencie veut survivre. Le politique qui hésite veut éviter une panique.
Et pourtant, l'ensemble de ces prudences peut produire une catastrophe. C'est ça, le cœur de notre dossier. Un système peut tomber sans intention malveillante. Il suffit que la peur rende la prudence contagieuse et que la prudence casse la confiance. Alors la question qui relance n'est pas qui a trahi. La question est plus froide, plus profonde. À quel moment une crise cesse d'être un épisode et devient un monde? Parce qu'il existe une frontière invisible. Avant cette frontière, on croit encore au retour rapide à la normale. Après cette frontière, on n'attend plus la normalité. On apprend à vivre sans elle. Et quand une société apprend à vivre sans normalité, elle change. Elle change sa morale. Elle change sa politique. Elle change la manière dont elle désigne les coupables et distribue la protection. C'est là que nous allons maintenant. On quitte la mécanique pour entrer dans la matière humaine. Les conséquences. Le ralentissement qui devient une chute. La chute qui devient une époque. Il y a un moment où l'on comprend que la crise n'est plus un événement. Elle devient un climat. Au début, après le choc, beaucoup s'accrochent à l'idée d'un retour. Un retour rapide. Un retour naturel. Comme si l'économie était un ressort qui remonte toujours. On se dit que le marché a exagéré. On se dit que la peur va passer. On se dit que les solides vont racheter les faibles et que la vie va reprendre son rythme. Mais la crise ne se comporte pas comme une colère. Elle se comporte comme une fatigue. Les rues continuent d'exister. Les tramways roulent. Les vitrines s'allument. Pourtant, quelque chose se retire lentement des gestes ordinaires. On dépense moins. On hésite avant d'acheter. On regarde un prix comme on regarderait un avertissement. Et cette hésitation, multipliée par des millions de personnes, devient une force économique. Dans une usine, un contremaître explique que l'on va réduire les heures. Ce n'est pas encore un licenciement, dit-il. Juste une réduction. Le mot « juste » est un mensonge de survie. Parce que dans une famille, une réduction d'heures, c'est déjà une réduction de nourriture, de chauffage, de marge. Dans un commerce, c'est déjà une baisse de chiffres. Dans une banque, c'est déjà un prêt qui semble plus risqué. La crise avance comme ça. Non pas en frappant partout d'un seul coup, mais en changeant l'attitude générale. Elle transforme l'avenir en menace. Et quand l'avenir devient une menace, la société se replie. Ce repli crée un paradoxe terrible. Chacun cherche à être prudent. Chacun économise. Chacun reporte. Et ce comportement, rationnel pour un individu, devient destructeur pour le collectif. Parce qu'une économie moderne a besoin d'un certain flux. Un flux de dépenses. Un flux de crédit. Un flux d'investissement. Quand le flux se fige, la machine ralentit. Et quand elle ralentit, elle casse des vies. Les faillites deviennent plus fréquentes. On lit des avis de fermeture sur des portes. On voit des panneaux « à louer » qui restent. Les salaires stagnent ou baissent. La dignité prend des coups invisibles. L'homme qui travaillait depuis 10 ans se retrouve à attendre. La femme qui tenait un budget serré découvre qu'il n'y a plus de serrage possible. Les jeunes comprennent que l'entrée dans la vie adulte ne sera pas une marche, mais un mur. Et là, quelque chose d'encore plus grave se produit. La crise devient une question de confiance morale. Parce que dans une société prospère, on accepte plus facilement l'inégalité. On se dit que les gagnants ont mérité. On se dit que le système, même injuste, fonctionne. Mais quand le système s'effondre, l'inégalité devient insupportable. Le même luxe, la même indifférence apparente, la même distance sociale, prennent une couleur de provocation. La colère cherche alors des visages. Et l'histoire nous apprend toujours la même chose. Quand les systèmes deviennent incompréhensibles, les sociétés veulent des coupables simples. Le banquier, le spéculateur, l'étranger, le voisin, le politique, et parfois, la démocratie elle-même, accusée de discuter trop lentement quand le monde brûle. C'est ici que l'on touche à votre phrase-titre. Le jour où le capitalisme a vacillé. Parce que ce vacillement n'est pas seulement financier. C'est un vacillement de légitimité. Le capitalisme, dans l'imaginaire des années 1920, n'est pas seulement une méthode économique. C'est une promesse de justice par la croissance. Une promesse que le progrès élève tout le monde, ou au moins donne à chacun une chance. Quand cette promesse se brise, le capitalisme cesse d'être une évidence. Il devient un débat, une lutte, un terrain politique. Et c'est pour cela que la crise ne s'arrête pas quand les cours cessent de tomber. Parce que le problème n'est plus les cours. Le problème, c'est le futur. Le futur comme possibilité. Dans ce nouvel état du monde, on change de vocabulaire. On ne parle plus de gains.
On parle de survie. On ne parle plus de projet. On parle de report. On ne parle plus de croissance. On parle de sécurité. Et quand un pays bascule dans le besoin de sécurité, il se transforme. Il accepte des mesures qu'il aurait refusées. Il exige des protections qu'il n'avait jamais demandées. Il regarde l'État autrement. Il regarde les riches autrement. Il regarde le travail autrement. La crise devient donc un laboratoire. Un laboratoire brutal. Elle teste ce que la société est prête à sacrifier pour tenir. Et ce qu'elle est prête à inventer pour survivre. Mais une crise ne change pas seulement un pays. Elle change le monde autour. Parce que le commerce se ferme. La confiance internationale se contracte. Les nations se replient. Et les replis économiques, très souvent, ouvrent des replis politiques. Ce que nous avons atteint ici, c'est le cœur du payoff. Le moment où l'on comprend que 1929 n'est pas un krach. C'est le début d'une époque. Une époque où l'on apprend qu'un système peut être puissant, moderne, brillant, et pourtant fragile. Fragile parce qu'il dépend d'une chose que personne ne peut garantir à 100%. La confiance. Et maintenant, il faut regarder ce que cette époque produit. Les conséquences durables. Les institutions qui se durcissent. Les protections qui naissent. Les colères qui grandissent. Les récits qui changent. Quand une crise devient une époque, ses conséquences ne se lisent pas seulement dans les statistiques. Elles se lisent dans les comportements. Dans les silences. Dans les choix minuscules qui s'accumulent jusqu'à devenir un destin collectif. D'abord, il y a la conséquence la plus visible et la plus brutale. Le chômage. Pas comme un mot abstrait. Comme une présence dans les rues. Comme une file qui s'allonge devant un bureau. Comme une honte qui s'installe dans une maison. Le travail, jusque-là, était un rythme. Il devient une loterie. Et quand le travail devient une loterie, la société change de morale. On commence à douter de la promesse. Cette promesse moderne qui disait « Si tu fais les choses comme il faut, tu seras protégé ». Ensuite, il y a la pauvreté qui se propage non pas comme une explosion, mais comme une infiltration. On retire d'abord les dépenses inutiles. Puis on retire les dépenses confortables. Puis on retire les dépenses nécessaires. Et quand il n'y a plus rien à retirer, il ne reste qu'une chose. La dignité. C'est là que la crise devient intime. Parce qu'un système économique qui casse la dignité produit une colère qui ne ressemble pas à une colère. Elle ressemble à une lassitude qui se durcit. Cette lassitude déplace aussi le regard sur les institutions. Avant, l'État pouvait apparaître comme lointain. Après, il devient une question quotidienne. Peut-il protéger? Doit-il protéger? Qui doit-il protéger? Et cette question, en réalité, est une question de contrat social. À partir de là, le capitalisme n'est plus seulement un mécanisme. Il devient un sujet moral, un sujet politique, un sujet de légitimité. Et cette transformation est énorme. Parce que lorsqu'une économie devient un débat moral, les compromis deviennent plus difficiles. On ne discute plus seulement de ce qui marche. On discute de ce qui est juste. Et quand on discute de justice dans une période de douleur, les mots deviennent des armes. C'est aussi dans cette période que se forgent, lentement, des réflexes institutionnels nouveaux. Des protections. Des règles. Des garde-fous. Pas forcément par bonté. Par nécessité. Parce que les sociétés apprennent parfois la prudence dans le sang-froid de la crise. On réinvente alors des formes de régulation. On redéfinit ce qu'une banque peut faire, ce qu'elle ne doit pas faire. On discute des responsabilités. On parle de supervision. On parle de transparence. On parle de filet de sécurité. Ce vocabulaire-là est né d'une découverte douloureuse. Une société moderne ne peut pas dépendre uniquement de la vertu individuelle. Elle a besoin de règles qui empêchent les boucles fatales. Mais l'histoire n'est jamais propre. Chaque réponse a ses effets secondaires. Une régulation peut rassurer. Elle peut aussi rigidifier. Une intervention peut sauver. Elle peut aussi créer un ressentiment durable si elle est perçue comme injuste. Et ce ressentiment, dans les années qui suivent, devient une matière politique. Car la crise ne frappe pas tout le monde de la même manière. Certains perdent tout. Certains perdent beaucoup. Certains perdent peu. Et certains, parfois, s'en sortent. Cette inégalité de la douleur est explosive. Elle nourrit des récits. Elle nourrit des accusations. Elle nourrit l'idée que le système est truqué, même quand la réalité est plus complexe. Et puis, il y a une conséquence plus large, plus froide, souvent oubliée parce qu'elle ne se voit pas immédiatement. Le repli. Quand une nation souffre, elle devient tentée par l'idée simple. Se fermer pour se protéger.
limiter, controller, désigner des responsables. Et dans un monde interconnecté, le repli économique finit souvent par devenir un repli politique. On protège ses industries. On soupçonne les échanges. On transforme la concurrence en menace. Et cette transformation change l'atmosphère internationale. Ce n'est pas encore la guerre dans ce récit, mais c'est déjà le durcissement. Le durcissement des frontières mentales. Le durcissement des discours. Le durcissement du besoin d'autorité. Parce que quand la société se sent fragile, elle cherche des mains fortes. Même si ces mains fortes viennent avec un prix. Il y a aussi une cicatrice plus subtile, mais extrêmement durable. La manière dont une génération regarde le risque. Ceux qui ont vécu 1929 gardent une mémoire corporelle de la chute. Ils apprennent à se méfier. Ils apprennent à économiser. Ils apprennent à ne pas croire les promesses trop simples. Cette prudence peut être une sagesse. Elle peut aussi devenir une peur du futur. Et c'est là que l'on touche à quelque chose de très profond. Une grande crise ne détruit pas seulement des richesses. Elle détruit des imaginaires. Elle détruit l'idée que l'avenir est naturellement meilleur. Elle détruit la légèreté. Elle remplace la fête par le calcul. Et quand une société passe de la fête au calcul, elle perd quelque chose de son innocence moderne. Voilà ce que 1929 laisse derrière lui. Une économie réorganisée. Un État attendu, parfois adoré, parfois haï. Une confiance plus difficile à obtenir. Une colère plus facile à déclencher. Et un monde plus méfiant. Mais si l'on s'arrêtait ici, on manquerait la dernière pièce du dossier. Parce que 1929 n'est pas seulement une catastrophe. C'est un modèle. Un modèle de basculement. Une manière de comprendre comment un système, même brillant, peut se fragiliser lui-même. C'est maintenant que nous devons faire apparaître le motif. Le pattern. La logique qui dépasse l'époque. La leçon qui revient, sous d'autres formes, dans d'autres décennies. On peut raconter 1929 comme une date. On peut raconter 1929 comme une punition. On peut raconter 1929 comme une folie. Mais si l'on veut comprendre, il faut regarder la structure qui rend la folie possible. Le motif, le vrai, tient en une phrase. Quand un système transforme la confiance en carburant, il devient puissant et inflammable. Parce que le capitalisme moderne ne repose pas seulement sur des usines et des marchandises. Il repose sur du temps, sur des promesses, sur des contrats, sur l'idée que demain tiendra ce qu'aujourd'hui signe. Le crédit, c'est du futur avancé. L'investissement, c'est du futur parié. La valorisation, c'est du futur imaginé. Et tant que la société croit à ce futur, tout semble solide. Même ce qui est fragile. Le premier élément du pattern, c'est la vitesse. Une économie qui accélère donne l'impression de devenir plus stable. Parce qu'elle produit plus, elle vend plus, elle innove. Mais l'accélération masque souvent une chose. Elle augmente la dépendance au flux. Et plus une société dépend du flux, plus elle devient vulnérable aux interruptions. Le deuxième élément du pattern, c'est le levier. Le levier n'est pas le mal. Le levier est un amplificateur. Il rend les cycles plus intenses. Il rend les gains plus rapides. Il rend les pertes plus brutales. Et surtout, il introduit une mécanique impitoyable. Quand ça baisse, on vend. Pas parce qu'on veut. Parce qu'on doit. Le troisième élément du pattern, c'est la contagion par le cœur bancaire. Une économie peut survivre à une chute de prix. Elle survit beaucoup moins bien à un arrêt du crédit. Car le crédit n'est pas un luxe de spéculateur. C'est l'oxygène des salaires, des stocks, des loyers, des saisons difficiles. Quand l'oxygène manque, même des entreprises saines suffoquent. Et quand elles suffoquent, la société entière apprend à respirer plus petit. Le quatrième élément du pattern, c'est le couloir étroit du pouvoir. Dans une crise systémique, le politique est condamné à être jugé sur un paradoxe. Agir, c'est être accusé de sauver les coupables. Ne pas agir, c'est être accusé d'abandonner les innocents. Et la plupart des grandes erreurs ne viennent pas de la méchanceté. Elles viennent du mauvais timing, de l'hésitation, du fait de comprendre trop tard que la crise n'est plus un épisode, mais une boucle qui s'auto-entretient. Voilà, au fond, pourquoi le capitalisme vacille. Pas parce qu'il est destiné à tomber, mais parce qu'il est destiné à pousser la confiance jusqu'à ses limites. Et parce qu'il suffit d'une minorité de gestes prudents, au même moment, pour transformer un choc en spirale. Ce qui fait peur, dans cette leçon, c'est qu'elle n'appartient pas qu'à 1929. Elle appartient à toute époque où la croissance devient une certitude morale. À toute époque où l'on confond hausse et stabilité.
à toute époque où l'on oublie que la confiance n'est pas un stock. C'est un flux. Et un flux peut se tarir. Alors, était-ce le jour où le capitalisme a vacillé? Oui, si l'on comprend le mot « jour » comme un symbole. Le symbole du moment où une société découvre que sa prospérité n'est pas seulement une production de richesse. C'est une production de confiance. Et que cette production peut s'effondrer sans bruit, comme une lumière qui s'éteint. Ce dossier, ce soir, ne dit pas que le capitalisme est une fatalité de crise. Il dit quelque chose de plus précis. Il dit que lorsque le système devient trop tendu, quand le futur est trop dépensé, quand le levier est trop normal, quand la confiance est trop évidente, alors le moindre choc peut provoquer un vertige. Et c'est peut-être cela, la vérité la plus inconfortable. Le danger ne ressemble pas toujours à une folie. Parfois, il ressemble à une normalité trop confiante. Si vous voulez prolonger cette enquête, dites-moi en commentaire quelle légende de 1929 vous avez entendue le plus souvent. La journée noire, qui explique tout. La punition morale qui rassure. Ou l'idée que tout cela était inévitable. Et surtout, dites-moi la question suivante. Quelle est, selon vous, la chose la plus fragile dans un système moderne? Les prix, les banques, ou la confiance? Parce qu'ici, dans les nuits de l'histoire, on ne collectionne pas les dates. On traque les mécanismes. Et on regarde les vérités en face, même quand elles dérangent. Il existe un instant précis où une crise cesse d'être un accident. Elle devient un régime. Dans notre dossier, cet instant n'est pas seulement la chute spectaculaire des cours. Ce n'est même pas la première panique bancaire. Le point de non-retour, c'est le moment où l'on comprend que la confiance ne reviendra pas d'elle-même. Parce que l'infrastructure qui la portait a été cassée et que les décisions prises pour tenir ont, paradoxalement, figé la peur dans le quotidien. On peut le voir comme une scène. Un matin d'hiver, beaucoup plus tard que l'automne de Wall Street, quand l'excitation de la spéculation est devenue un souvenir honteux. La rue est grise. Le vent rabat des papiers contre les vitrines. Et devant une banque locale, pas une cathédrale de marbre, juste un bâtiment sobre comme on en voit partout, la file est déjà là. Pas une foule de théâtre. Une file d'épuisement. Le détail qui glace, c'est le silence. Les gens ne parlent presque pas. Ils tiennent un carnet, un bout de papier, une enveloppe. Ils se regardent rarement. Ils n'attendent plus une bonne nouvelle. Ils attendent juste que la porte s'ouvre. Et au-dessus de la porte, le drapeau bouge sans conviction. À l'intérieur, le directeur n'a pas l'air d'un criminel. Il a l'air d'un homme qui n'a pas dormi. Il a des télégrammes sur le bureau, des chiffres incomplets, des appels qu'il ne peut plus éviter. Il sait que, même s'il est solide sur le long terme, il peut mourir aujourd'hui d'un manque de liquidité. Il sait aussi que chaque heure de retard, chaque hésitation, rend la scène dehors plus dangereuse. Et là, survient l'événement de crête. La porte ne s'ouvre pas. Ou elle s'ouvre, puis elle se referme. Ou elle s'ouvre avec une règle nouvelle. Retrait limité, délai, explication. Dans une crise de confiance, limiter un retrait, c'est parfois comme crier au feu dans un théâtre. Parce que l'argent, ici, n'est pas un produit. C'est une preuve. La preuve que le monde tient encore. La file comprend immédiatement ce que les discours masquent. Si l'on ne peut plus retirer librement, c'est que la banque ne peut plus promettre. Et si la banque ne peut plus promettre, alors tout le reste devient suspect. La paie, le loyer, la prochaine livraison, la prochaine semaine. C'est le point de non-retour parce que le geste qui suit est rationnel, implacable, contagieux. Ceux qui hésitaient se précipitent. Ceux qui avaient confiance se demandent s'ils ont été naïfs. Et ceux qui n'étaient pas concernés jusque-là le deviennent, parce qu'une banque qui ferme n'est jamais une banque. C'est un signal que le système lui-même a une fissure. À ce moment, la crise se déroule sur 3 lignes à la fois, et elle frappe en même temps. Première ligne, la vie des gens ordinaires. Le commerçant qui devait payer son stock ne peut plus. L'ouvrier qui attendait sa paie la reçoit en retard, ou pas du tout. La famille qui gardait quelques billets pour l'hiver comprend qu'elle n'a plus de coussin. La peur change de nature. Elle n'est plus la peur de perdre un gain. Elle devient la peur de ne pas manger correctement, de ne pas se chauffer, de devoir partir. Deuxième ligne, les institutions, les élites, la légitimité. Les notables locaux, les patrons, les responsables municipaux, tous ceux qui garantissaient l'ordre, perdent leur magie. Ils peuvent parler, mais leurs paroles ne pèsent plus autant qu'une porte fermée. C'est ici que la question politique devient brûlante. Qui contrôle quoi? Qui protège qui? Et pourquoi faudrait-il encore croire aux règles si ces règles n'empêchent pas la chute? La crise devient un jugement implicite rendu chaque matin par des files silencieuses. Troisième ligne,
L'ordre plus large, au-delà de la rue. Le crédit se contracte davantage. Les échanges se tendent. Chacun cherche à se protéger, et cette protection collective prend la forme d'un repli. Moins de prêts, moins de confiance, moins de commerce, moins d'activité. Une économie moderne, quand elle se replie en même temps partout, ressemble à une machine qui tourne à vide, puis s'arrête. Et c'est ici qu'arrive la décision de Crète. Pas une décision héroïque. Une décision d'urgence. Une décision prise dans une pièce fermée, sous des lampes trop blanches, avec des télégrammes, des chiffres, des voix basses. Il faut arrêter l'hémorragie de confiance. Il faut empêcher que chaque banque devienne un procès public. Alors le pouvoir tranche. Il change les règles du jeu, parfois brutalement, pour gagner du temps. Fermeture temporaire, restrictions, mesures extraordinaires, annonces solennelles. Ce sont des actes qui, en temps normal, paraîtraient impensables. Mais dans une crise systémique, l'impensable devient la norme parce qu'on ne cherche plus le meilleur. On cherche le survivable. Et c'est là que se referme la boucle avec ce que nous avons semé plus tôt dans le dossier. Souvenez-vous du début, de l'idée de la vitesse, de l'information imparfaite, de la rumeur qui court plus vite que la vérité. Souvenez-vous de ce bâtiment local, de cette porte vitrée, de ce murmure « New York, c'est loin ». Ce jour-là, New York n'est plus loin. Il est dans la rue. Il est dans la file. Il est dans la main qui serre un carnet. Il est dans la phrase que personne ne veut prononcer. Et si l'argent n'était plus sûr? Le point de non-retour, ce n'est donc pas seulement un événement. C'est le moment où une société cesse d'attendre que ça passe. Elle commence à vivre comme si ça allait durer. Et quand une société commence à vivre comme si la crise allait durer, alors la crise gagne. Pas parce qu'elle est invincible, parce qu'elle est devenue le nouveau cadre. La nuit, à ce stade, ne fait plus de bruit. Elle fait du vide. Et dans ce vide, la prochaine question est inévitable. Qui paie tout de suite, et à quoi ressemble l'ordre provisoire qui s'installe? Les crises ont toujours un mensonge de départ. Elles font croire que la douleur sera limitée à ceux qui ont joué, à ceux qui ont spéculé, à ceux qui ont pris des risques visibles. Mais quand la confiance s'effondre, le prix n'est jamais réservé aux joueurs. Il tombe sur ceux qui n'avaient même pas de table. Le premier paiement immédiat, c'est la faim qui change de forme. Pas forcément une famine au sens spectaculaire. Une faim moderne. La faim de budget qui craque. On retire des protéines. On remplace le frais par le sec. On coupe le charbon, puis on coupe le chauffage, puis on coupe la lumière plus tôt. Et dans les cuisines, on commence à parler plus bas. Parce qu'on ne veut pas que les enfants comprennent trop vite. Dans certains quartiers, les marchés se vident d'une manière étrange. Les étals sont là, mais les mains hésitent. Les commerçants regardent les passants comme on regarde une promesse qui s'éloigne. Ce n'est pas seulement la pauvreté. C'est l'incertitude. Les gens n'achètent pas parce qu'ils n'ont pas, oui, mais aussi parce qu'ils ne savent pas s'ils auront demain. Et cette ignorance, à l'échelle d'un pays, devient un fait économique. Le deuxième paiement immédiat, c'est l'arrêt. L'arrêt des usines, d'abord par petits gestes. Une équipe en moins. Une journée chômée. Des machines éteintes pour économiser. Puis, plus tard, la phrase qui change tout. On ferme. Dans une économie moderne, fermer une usine, ce n'est pas seulement fermer un bâtiment. C'est débrancher un quartier. Le bistrot d'en face perd ses clients. Le propriétaire perd ses loyers. La banque locale perd ses remboursements. Et la chute se propage comme un courant inversé. Le troisième paiement immédiat, c'est la migration intérieure. Pas toujours racontée comme un exode héroïque. Plutôt comme une fuite lente. On quitte une ville parce qu'on n'y voit plus de travail. On prend une route avec une valise trop légère. On dort chez un cousin. On cherche n'importe quoi. Et quand des centaines de milliers de personnes cherchent n'importe quoi en même temps, le marché du travail devient une salle d'attente sans guichet. Le quatrième paiement immédiat, c'est la peur qui se transforme en discipline. Les villes commencent à gérer la crise comme on gère une pénurie. On encadre. On rationne parfois informellement. On contrôle. On observe les files. On surveille les rassemblements. Parce qu'une foule affamée n'est pas seulement un problème social. C'est un risque politique. Et c'est ici qu'apparaît le premier ordre provisoire, la nouvelle normalité temporaire. Un ordre fait de 3 réflexes. Premier réflexe, chacun garde. On garde son cash. On garde ses stocks. On garde ses décisions. On reporte tout ce qui n'est pas vital. Ce réflexe protège l'individu, mais il dessèche l'économie. Et plus l'économie se dessèche, plus ce réflexe semble justifié.
Une boucle courte, froide, parfaite. Deuxième réflexe, chacun soupçonne. Le voisin qui retire de l'argent, c'est quelque chose. Le patron qui réduit les heures, cache quelque chose. La banque qui demande des garanties est fragile. Le gouvernement qui rassure ment. Dans ce climat, la vérité a moins de poids que la plausibilité. Et la plausibilité, dans une crise, suit la peur. Troisième réflexe, chacun réclame un protecteur. Même ceux qui, hier, méprisaient l'idée d'intervention. Parce que lorsque la crise touche le pain et le toit, les discours d'idéologie deviennent des luxes. On veut une main qui stabilise. Un cadre. Un ordre. Et là, le capitalisme vacille au sens le plus concret. Non pas parce que les gens deviennent anti-marché par philosophie, mais parce qu'ils demandent, par nécessité, que le marché cesse d'être un juge sans visage. Dans l'urgence, des formes d'aide apparaissent. Des œuvres caritatives. Des soupes populaires. Des réseaux informels. Des solidarités de quartier. Et en même temps, un autre phénomène se développe, plus sombre. Le tri. Qui mérite? Qui triche? Qui profite? Qui doit passer en premier? Dans une société blessée, la compassion et le ressentiment naissent souvent dans la même pièce. Sur le plan des élites et des institutions, le court terme est une crise de crédibilité. Les banquiers comprennent qu'ils ne sont plus seulement des techniciens. Ils sont devenus des symboles. Les responsables politiques comprennent qu'ils ne sont plus seulement des gestionnaires. Ils sont devenus des boucliers attendus. Et un bouclier attendu, s'il n'arrête pas le coup, devient une cible. Sur le plan international, le court terme ressemble à un rétrécissement. Moins de crédit, moins d'échanges, moins d'appétit pour le risque. Le monde devient plus petit, non pas géographiquement, mais psychologiquement. Et quand le monde devient plus petit, les pays deviennent plus nerveux. À ce stade, la crise a donc déjà produit son premier ordre. Un ordre provisoire, mais réel. La surbie. La méfiance. La demande de protection. Ce n'est pas encore l'histoire longue. C'est l'impact. Le choc qui laisse un bleu sur la peau du quotidien. Et la question suivante est simple et inquiétante. Qu'est-ce que ce choc, répété année après année, finit par changer dans la structure même du monde? La nuit, maintenant, n'est plus une chute. C'est une installation. Quand la douleur dure, elle cesse d'être une exception. Elle devient une règle. Et une règle finit toujours par écrire des institutions. La première transformation structurelle, la plus visible quand on regarde avec du recul, c'est la mutation des règles du jeu financier. Après 1929, l'idée naïve d'un marché qui s'autorégule par la vertu de ses acteurs devient beaucoup plus difficile à défendre. On découvre, dans la chair, qu'un système peut produire de la prospérité et, en même temps, fabriquer des boucles de destruction. Alors les sociétés exigent des murs. Des séparations, des contrôles, des obligations de transparence, des limites à certaines pratiques. Pas parce qu'elles deviennent soudain sages. Parce qu'elles deviennent traumatisées. Elles veulent empêcher le retour de la spirale. Elles veulent que la confiance ne dépende plus uniquement d'un murmure, d'un titre de journal ou d'une file devant un guichet. La seconde transformation structurelle est plus profonde encore, parce qu'elle touche au modèle économique lui-même. Le rapport entre l'État et le marché se recompose. Avant, beaucoup imaginaient l'État comme un arbitre distant, garant de l'ordre mais absent de la machine quotidienne. Après, l'État devient un acteur attendu, parfois réclamé, parfois contesté, mais incontournable. Il ne s'agit plus seulement de laisser faire. Il s'agit de stabiliser, d'amortir, de relancer, d'organiser des filets de sécurité. D'assumer que la société moderne ne peut pas survivre sans une forme de pilotage. Ce basculement n'est pas une conversion idéologique pure. C'est une adaptation forcée. Le capitalisme, pour continuer, doit accepter de changer de forme. Et c'est là, déjà, un aveu. Le marché n'est pas un dieu. C'est un outil. Et un outil peut casser. La troisième transformation structurelle dépasse les frontières, parce qu'elle touche à l'ordre international. Quand le crédit se contracte, quand les échanges se figent, les nations cessent de se regarder comme des partenaires naturels. Elles se regardent comme des risques. On parle de protection, de barrières, de priorité nationale, de méfiance envers l'extérieur. Ce repli économique, sur le long terme, devient un repli politique. Et dans l'histoire, les replis politiques ont une conséquence récurrente. Ils rendent le monde plus nerveux, plus susceptible, plus explosif. Une crise financière née dans un quartier de New York finit par contribuer à changer la température de la planète entière. Le système international devient moins confiant, donc plus dur.
Moins fluide, donc plus fragile. Mais il y a un autre effet durable, plus silencieux, qui ne s'écrit pas dans une loi. C'est le changement d'imaginaire. Une génération apprend, non pas dans les manuels, mais dans la rue, que le futur n'est pas garanti. Elle apprend à économiser par réflexe. Elle apprend la méfiance comme une compétence. Elle apprend que l'invisible, le crédit, les dépôts, la confiance, gouvernent le visible, le travail, le pain, le toit. Et cette mémoire se transmet. Elle pèse sur les comportements pendant longtemps, parfois même quand l'économie va mieux. Car le traumatisme, lui, ne suit pas les cycles. Il s'installe. C'est ici que l'histoire est réécrite. Parce qu'après une catastrophe, une société ne se contente pas de réparer. Elle raconte. Et quand elle raconte, elle choisit qui devient un symbole et qui devient un effacement. Certains visages sont canonisés. Les réformateurs deviennent des pères protecteurs. Les programmes deviennent des mythes de salut. On simplifie les débats d'hier pour fabriquer une ligne claire, avant le chaos, puis l'ordre retrouvé. On a besoin de héros administratifs, de figures qui rassurent, de récits où quelqu'un, quelque part, a repris le contrôle. Et d'autres visages, à l'inverse, sont gommés. Les anonymes des files d'attente. Ceux qui ont tout perdu sans avoir jamais spéculé. Les petits commerçants, les ouvriers, les familles déplacées, les humiliés. Ils deviennent une masse dans le langage public, un décor de souffrance, pas un sujet. Or ce gommage a un prix. Parce que quand une société oublie les détails humains de la catastrophe, elle se rend plus capable de la répéter. Elle garde les chiffres, mais elle perd la peur saine. Et sans peur saine, la confiance redevient trop facile. On réécrit aussi les responsabilités. On préfère un coupable unique à une mécanique. Parce qu'un coupable unique rassure. On croit qu'en le punissant, on ferme le dossier. Mais une mécanique, elle, oblige à se regarder. À admettre que la catastrophe peut naître d'actes rationnels, de prudence contagieuse, de règles impersonnelles. Et cette admission est une douleur supplémentaire. Alors on la contourne par une fable. Et c'est là que l'on peut glisser la comparaison, rapide, comme un écho dans une autre nuit. Au XVIIe siècle, par exemple, quand des bulles et des paniques financières éclatent déjà en Europe, on observe le même besoin de récit. Des fortunes se font et se défont, des foules se persuadent, puis se retournent, et l'État est sommé d'arbitrer un vertige qu'il ne contrôle pas. Le décor change, la monnaie change, les instruments changent. Mais la rime demeure. Quand la confiance devient une mode, elle finit par devenir une fragilité. Et quand elle casse, la société réclame des règles, puis écrit des mythes pour justifier ces règles. La leçon longue de 1929, ce n'est donc pas seulement « plus jamais ça ». C'est un changement de civilisation économique. Après 1929, on ne peut plus prétendre que le marché est une simple addition d'actions individuelles. On comprend qu'il est une architecture. Et qu'une architecture, si elle est mal conçue, s'effondre sur ceux qui n'y ont jamais voté. Ce qui reste, au bout de cette longue conséquence, c'est une idée froide. Le capitalisme ne tombe pas seulement quand il échoue à produire. Il vacille quand il échoue à justifier. Quand la souffrance devient trop visible. Quand la promesse devient trop fragile. Quand l'infrastructure de confiance cesse d'être crédible. Et à ce moment-là, l'histoire ne demande plus « combien ?». Elle demande « pourquoi croire encore ?» C'est une question qui ne vieillit pas. On arrive au bout du dossier. Et si l'on veut le refermer correctement, il faut le refermer avec des règles, pas avec une morale. Parce que la morale rassure, mais elle n'explique pas. Et 1929, justement, est l'un de ces événements qui punissent ceux qui se contentent de morale. Alors voilà les 3 lois qui restent quand on enlève le spectacle. Première loi. Plus un système a besoin de confiance pour fonctionner, plus la confiance devient une matière à risque. La confiance est invisible, donc on la traite comme si elle était infinie. On la consomme. On la dépense. On l'emprunte. Et comme on ne la voit pas, on ne voit pas non plus le moment où elle s'amincit. Jusqu'au jour où elle casse, et où l'on s'aperçoit qu'on vivait sur un solde vert. Deuxième loi. Le levier transforme les opinions en obligations. Tant que ça monte, la dette ressemble à un génie. Quand ça baisse, la dette devient un ordre. Et un ordre, dans une foule, produit une synchronisation. Tout le monde vend au même moment. Tout le monde se protège au même moment. Et cette synchronisation, c'est la vraie violence des crises modernes. Ce n'est pas la panique qui tue en premier. C'est l'alignement forcé des prudences. Troisième loi. La crise devient historique quand elle sort de la finance et entre dans la vie quotidienne. Un krach ruine des portefeuilles. Une crise bancaire ruine le temps. Elle ruine la capacité d'attendre.
Elle ruine le droit de respirer entre 2 semaines. Et quand la société perd ce droit de respirer, elle demande un protecteur. Pas par idéologie. Par nécessité. Maintenant, revenons à notre phrase-titre. Le jour où le capitalisme a vacillé. Si l'on comprend le jour comme un symbole, alors oui. Ce jour-là, on découvre que le capitalisme n'est pas seulement une machine à produire. C'est une machine à promettre. Et qu'une machine à promettre, quand elle se dérègle, peut créer une douleur qui dépasse les chiffres. Mais il faut ajouter le twist, celui qui rend cette histoire inconfortable. Le capitalisme ne vacille pas seulement à cause des méchants. Il vacille quand le normal devient trop confiant, quand l'avenir est trop dépensé, quand les règles invisibles sont oubliées, quand la confiance est si évidente qu'on cesse de la protéger. C'est pour cela que les grandes catastrophes n'arrivent pas toujours comme des monstres. Parfois elles arrivent comme des habitudes. Et c'est ici que la boucle se referme avec l'ouverture. Souvenez-vous du bruit de papier. Souvenez-vous de cette pluie de journaux dans l'air froid. Souvenez-vous du murmure qui gonfle devant une façade de pierre. Au début, on croyait regarder un spectacle. À la fin, on comprend qu'on regardait une infrastructure qui se fissurait. Dans la nuit de 1929, les télétypes ont craché des chiffres. Les rues ont craché des rumeurs. Les banques ont fermé des portes. Et les familles, elles, ont appris une leçon brutale. Ce qui soutient un monde moderne n'est pas seulement le travail. C'est la confiance que le travail sera payé. Que l'épargne sera là. Que demain n'est pas une menace. Alors, si vous deviez garder une seule image, gardez celle-ci. Pas un homme qui tombe d'une fenêtre. Pas un graphique qui plonge. Gardez une file silencieuse devant une porte vitrée, un matin gris. Parce que c'est là que l'économie devient humaine. Et c'est là que l'histoire cesse d'être une date. Si ce dossier vous a parlé, abonnez-vous à Les Nuits de l'Histoire. Et dites-moi en commentaire quelle est, selon vous, la vraie fragilité des sociétés modernes. Les prix, les banques, ou la confiance. Et si vous voulez qu'on ouvre un nouveau dossier dans la playlist Mythes, Légendes et vérités inconfortables, proposez un titre. Un mythe que tout le monde répète. Une légende qui rassure. Ou une vérité qui dérange. Parce qu'ici, on ne cherche pas à être d'accord avec l'époque. On cherche à comprendre comment elle bascule. La nuit n'a pas besoin d'horloge. Elle a un bruit. Et parfois, ce bruit, c'est simplement celui d'une porte qui ne s'ouvre pas.